pourquoi un neurologue présente de l'imagerie. Je pense que, à mon sens, l'imagerie est devenue un outil diagnostic aussi important que le marqueur à réflexe et le diapason. Et donc, tous les neurologues doivent quand même avoir un minimum de connaissances de neuroradiologie. Et d'ailleurs, ma présentation va être très pratique, essentiellement justement un point de vue de l'imagerie, mais un point de vue du neurologue par rapport à l'imagerie. Et donc, je l'ai appelé du diagnostic, du signal au diagnostic, et vous allez voir, je vais vous montrer essentiellement là aussi des cas cliniques et des nuances après une brève introduction. Bien sûr, comme vous le savez, actuellement, on ne peut pas parler de pathologie médulaire sans parler de l'IRM. Toutes les pathologies médulaires sont diagnostiquées à travers l'IRM qui permet à la fois, bien sûr, d'approcher l'étiologie, mais essentiellement, bien sûr, d'éliminer une cause neurochirurgicale. Et je dis d'emblée que dans ma présentation, je ne vais pas du tout aborder les causes neurochirurgicales. C'est essentiellement les causes, bien sûr, médicales qui nous intéressent. Aucune place actuelle aux examens anciens tels que le scanner et la mélographie. Et bien sûr, toujours garder à l'esprit que l'interprétation de l'IRM doit se faire, bien sûr, par rapport à la situation clinique. Et bien sûr aussi, on doit céder, l'IRM n'est pas l'examen miracle, mais on doit céder bien sûr des autres techniques, notamment de la biologie et de l'analyse du SCR, pour approcher le diagnostic étiologique. Donc, mes objectifs, c'est essentiellement vous faire connaître un petit peu, parce qu'il faut connaître les protocoles. Quels sont les protocoles d'exploration de la moelle épinière? Apprendre un peu, vous donner des notions sur comment on analyse justement un hypersignal au niveau de la moelle et rapidement quelques affections, bien sûr qu'on doit reconnaître à la fois sur le plan clinique, mais essentiellement justement l'analyse radiologique de certaines étiologies qui nous intéressent. Donc très rapidement, anatomie, je vais passer les bases techniques, les aspects normaux. L'analyse, ça serait ça le plus important la partie la plus importante de mon exposé. Et enfin, les artefacts de piège. Donc je vais passer très rapidement. En fait, là, pour moi, c'est plus intéressant. Tout a été dit, bien sûr, la moelle, le cordon à l'intérieur du canal rachidien, la substance grise, les cordons de la moelle de substance blanche qui sont autour de la substance grise. Je voudrais insister essentiellement parce que parfois on a confusion entre les espaces sous-arachnoïdiens et l'espace épidural. Les espaces sous-arachnoïdiens, bien sûr, c'est l'espace qui entre la pimère et la durmère, et l'espace, au fait, qui est entre, on le voit très bien ici, entre la durmère et le canal rachidien, c'est ça ce qu'on appelle l'espace épidural, on l'appelle épidural en anglais, mais aussi en français épidural ou péridural. Et Hicham a montré tout à l'heure des pathologies extrêmement intéressantes qui vont intéresser cet espace-là. Et je vais vous montrer que l'IRM permet justement de faire la différence entre ce qui est à l'intérieur de l'espace sous-arachnoïdien et ce qui est dans l'espace épidural ou péridural. Très rapidement, là aussi, ça a été dit. J'insiste au fait pour là aussi insister sur le caractère de ce que vient de nous expliquer Hicham concernant des affections qui vont donner des atteintes de certains cordons particuliers qu'on appelle les tractographies. Et effectivement, tu as très bien montré l'aspect de la myélite paranéoplasique qui intéresse les cordons latéraux. Il y a d'autres justement affections qui vont intéresser de façon spécifique les cordons, soit les cordons spinaux, et on vient de voir le cas de la myélite paranéoplasique, et aussi les cordons postérieurs avec bien sûr la vitamine B12. Donc, il faut aussi reconnaître un petit peu sur cette coupe transversale les différents cordons médulaires et bien sûr la substance grise. Et vous allez voir, c'est très intéressant après dans l'analyse radiologique. Très rapidement, pour vous montrer juste des coupes anatomiques et leurs corollaires en imagerie, T1 et T2. C'est un rachis, c'est une coupe cervicale. La même coupe au niveau, coupe anatomique au niveau, en coupe axiale. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le coupe sagittale, là c'est le coupe axiale, où on voyait très bien, on reconnaît la substance grise qui a l'aspect en H et qui est recouverte par la substance blanche, l'espace sous-arachnoïdien qui est entre la pimère et la durmère, et au fait, ce qui est là,
on reconnaît la graisse péridurale, donc c'est l'espace péridural qui est entre la dure mère et le canal rachidien, bien sûr, les coupes sagittales en T2 et en T1. On reconnaît très bien, là c'est la moelle épinière, entourée, ce qui est en blanc, c'est les espaces sous-arachnoïdiens, et l'espace qui est tout à fait externe, c'est l'espace justement épidural. Donc très rapidement les bases techniques. Donc l'imagerie bien sûr va permettre, l'IRM va permettre une étude morphologique généralement globale. Donc on va étudier à la fois les structures rachidiennes, mais c'est pas ce qui nous intéresse comme ce que j'ai dit, mais aussi le contenu du canal rachidien. Donc c'est-à-dire qu'on doit s'intéresser à la fois à l'espace épidural, aux espaces sous-arachnoïdiens et à la moelle épinière. Et non seulement, il faut regarder tous ces éléments-là et non pas regarder la moelle épinière directement. L'exploration, bien sûr, IRM doit toujours être orientée en fonction de la clinique, bien sûr, atteinte cervicale, atteinte dorsale, et bien sûr, commencer toujours par le niveau atteint, en sachant que souvent, il faut quand même faire une exploration des autres régions de la moelle épinière pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres lésions associées. Et aussi, bien sûr, vous le savez très bien, devant un hypersignal médulaire, quasi systématiquement, on complète par une IRM cérébrale pour orienter, ne serait-ce que dans le cas de la sclérose en plaques, par exemple. Et bien sûr aussi, une notion intéressante, docteur Moutaoukil, pardon, docteur Moutaoukil en a parlé, l'IRM initial peut être strictement normal et on a souvent besoin, si l'IRM est faite très précocement, de refaire une IRM de contrôle. Donc, ce qu'on utilise, c'est toujours minimum 2 plans de coupe. Il faut exiger 2 plans de coupe, au moins sagittal et axial. Ça va permettre de définir l'extension en hauteur pour les coupes sagittales et le nombre des lésions, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Et l'extension aussi transversale. Et l'extension transversale, comme je viens de dire, va permettre de nous dire est-ce que c'est la substance blanche qui est touchée ou la substance grise qui est touchée. Parfois, nous aurons besoin de compléter par des coupes coronales, essentiellement en cas de scoliose. 2 plans de coupe, mais aussi au moins 2 séquences, les séquences pondérées T1 et T2. Donc, c'est des coupes aussi fines, maximum de 3 mm. Et une notion aussi très intéressante, parce que de plus en plus, on assiste à, ou là, on reçoit de l'imagerie, on a une coupe, et d'ailleurs, quelques-uns ont montré une coupe où on voit toute la moelle épinière, il faut faire attention. Souvent, c'est des IRM qu'on ne peut pas interpréter, et l'interprétation de ces IRM est souvent mauvaise, donc il faut toujours exiger d'avoir une IRM explorée segment par segment, cervical, thoracique et lombaire. Et bien sûr, l'injection de produits de contraste. Là aussi, souvent, on a du mal à faire au radiologue l'injection de produits de contraste. Il faut savoir que chaque fois qu'il y a une lésion, systématiquement, l'IRM doit être injecté, même s'il n'y a pas de lésion. Dès qu'on est dans une suspicion d'une lésion tumorale ou infectieuse, l'injection est systématique. Oui, et si inflammatoire, généralement, il y a une lésion. Mais là, je dis que même en dehors d'une lésion, dès qu'une pathologie inflammatoire ou tumorale est suspectée, il faut injecter le produit de contraste. Certaines séquences, donc en dehors des séquences classiques T1 et T2, sont parfois intéressantes, en particulier les coups de gradient, qui est plus intéressant au niveau cervical et thoracique. Et je vais en parler parce qu'il permet de diminuer ce qu'on appelle les artefacts de flux. Parfois, certaines séquences de susceptibilité magnétique, en particulier le T2 étoile et le SUI, qui sont, voilà, je reviens aussi à mon T2 étoile. Donc le T2 étoile et le SUI qui serait aussi très intéressant pour la moelle, et je vais vous montrer quelques images. Aussi, quelque chose d'intéressant pour la moelle épinière, c'est ce qu'on appelle les techniques de réduction du signal de la graisse. Et là aussi, Hicham a montré l'intérêt de cette séquence qui peuvent aussi se faire soit en T1 injecté, ce qu'on appelle le FATSAT, mais aussi des séquences pour justement faire réduire le signal de la graisse, en particulier en T2, ce qu'on appelle le T2 STIR, qui est extrêmement intéressant, je vais vous le montrer, qui permet donc d'identifier les zones de haut contenu en eau, et en particulier intéressant chaque fois qu'il y a une lésion inflammatoire. Il permet bien sûr d'augmenter le contraste entre la moelle et les lésions.
Les autres techniques, sincèrement, hein, l'enjeu IRM, pratiquement aucun intérêt hein, dans, le, dans, le, dans, le, dans les lésions vasculaires médulaires. Donc l'examen de choix reste quand même l'angiographie conventionnelle. La diffusion aussi, réalisation très difficile sur la moelle parce qu'on est dans un organe de petite taille, plein de mouvements et plein d'artefacts osseux. Donc voilà, très difficile à réaliser, mais il faut dire qu'il y a l'amélioration des techniques actuelles donc a permis de retenir la diffusion, donc quelques indications en particulier dans les ischémies médulaires. Donc très rapidement, ça c'est un tableau qui reprend un petit peu les principales séquences à faire. Donc comme j'ai dit, T1, T2, le STIR, très intéressant chaque fois qu'il y a une lésion inflammatoire, l'injection de produits de contraste, et là c'est un peu les aspects, je pense que vous les connaissez bien sûr, le SCR et hypo-T1, hyper T2. Là, ce qui est aussi intéressant à connaître, c'est les signaux du lipide et donc le signal de l'espace péridural qui, retenez-le, toujours en hypersignal T1 et T2 et qui est bien sûr disparaît dans les séquences, d'où l'intérêt de ces séquences les séquences de FATSAT, bien sûr, où on annule le signal de la graisse. Et bien sûr, l'injection de produits de contraste est quasi obligatoire, les autres en fonction des situations. Donc, en fait, je dirais, il faut retenir ce qu'on appelle la règle de 2, c'est un peu comme dans les mariages marocains, je juge min haja. Ça, c'est une idée qui m'est venue comme ça en arrivant, je juge min haja, mais sincèrement, hein, il faut vraiment insister sur ça, parce que là aussi, on voit des IRM, soit avec T2 seuls, soit avec des coupes sagittales seules, soit, voilà. Donc, une IRM, pour dire qu'une IRM est complète, il faut 2 pondérations, systématiquement, le T1 et le T2 au minimum. 2 plans de coupe au minimum, sagittal et axial. On ne peut pas analyser, et vous allez le voir, un hypersignal sur une coupe sagittale seule, parce que souvent, on n'a que des coupes sagittales. 2 mm d'épaisseur, parfois 2 fois la même séquence T1, ne serait-ce que T1 avec, avant et après injection de produits de contraste, et aussi le T2. Certaines T2 peuvent être intéressants. L'écho de gradient, je viens de parler, et le STIR aussi, une autre séquence dont je vais parler. Donc très rapidement, là juste pour vous dire, attention, ça c'est une mauvaise moelle entière à éviter. Il faut, chaque région doit être étudiée à part, bien sûr, sur les différentes séquences, le T1, le T2, et ça, c'est un STIR, hein, ça ressemble tout à fait à un T2, sauf qu'on va annuler tout simplement la graisse et les autres coupes, c'est exactement la même chose. Donc là aussi, je pense que bien sûr vous reconnaissez la moelle épinière, mais pas sous arachnoïdien, je voudrais insister juste pour justement différencier ce qui est épidural de ce qui est sous-arachnoïdien. Regardez cette coupe, on les voit très bien en coupe axiale. On voit la moelle avec je suis désolée, il y a ma main qui tremble un peu. Il y a ma main qui tremble, je ne sais pas pourquoi. Donc, il y a là la moelle avec la substance grise qu'on devine qui a une forme en H. L'espace sous-arachnoïdien, on reconnaît souvent ces petits points en blanc qui sont les racines postérieures, qui sont plus grosses. C'est pour ça qu'on les voit mieux sur l'IRM. Et là, regardez ce qui est donc montré là en flèche. L'aspect en hyposignal, c'est la durmère. L'aspect en hyposignal, c'est la durmère qui va séparer justement l'espace sous-arachnoïdien de l'espace épidural ou péridural qui est à l'extérieur de la durmère. Et vous voyez que, bien sûr, l'IRM est très performante et peut tout à fait montrer la différence entre ce qui est intradural et extradural. L'injection de produits de contraste, très importante. Là, c'est juste pour vous montrer un aspect normal de prise de contraste. Bien sûr, ce qui prend le contraste, c'est les vaisseaux. Et dans la moelle, c'est essentiellement les veines. Et ici, c'est, vous voyez, les petites veines, justement, les veines, c'est essentiellement dans l'espace épidural, péridural. Donc, il y a une prise, vous voyez très bien la prise de contraste au contact de la moelle qui intéresse l'espace, justement, qui sont les veines péridurales. Donc, j'arrive au diagnostic, justement, différencié de la problématique qui se pose à tous nos relabs, c'est justement comment, à partir d'un hypersignal médulaire, être orienté vers une étiologie. Et là, j'ai fait exprès de montrer cette plaque pour vous montrer que, en fait,
les étiologies sont extrêmement, et vous avez vu tout au long de cette matinée, que, au fait, toutes les lésions, quelles qu'elles soient, démyélinisantes, vasculaires, inflammatoires, infectieuses, tumorales, en fin de compte, ils vont se manifester par un hypersignal à l'intérieur de la moelle. Donc, ce qu'il y a, c'est comment justement faire la différence et faire la différence entre ces différentes étiologies. Pour faire la différence, il faut une bonne analyse radiologique du signal. Et la bonne analyse radiologique du signal passe par déterminer systématiquement, devant tout hypersignal médulaire, il faut déterminer le siège, en particulier le siège au niveau des différentes régions de la moelle épinière. Et bien sûr, vous le savez très bien, il y a des pathologies qui ont une prédilection pour le rachis cervical, pour la moelle cervicale, comme la sclérose en plaques, et d'autres qui auront plutôt une prédilection, par exemple, pour une atteinte plus dorso-lombaire inférieure, comme par exemple la fistule artério-veineuse. Donc, c'est très important de dire à quel niveau notre lésion est située. Il faut toujours aussi situer l'extension aux hauteurs. Et là, actuellement, on ne peut pas parler de myélopathie ou de myélite, surtout quand on est dans le contexte de l'aigu, sans définir ce qu'on appelle les myélopathies ou les myélites longitudinales et les myélites segmentaires. Et c'est à partir de là que, justement, on va aussi avoir un raisonnement diagnostique. La même chose, la localisation en transversale, c'est-à-dire, est-ce qu'on a une prédilection pour d'une atteinte de la substance blanche ou plutôt de la substance grise, et la position aussi par rapport au cordon. L'existence d'un œdème de la moelle, très très important. Est-ce qu'il y a ou il n'y a pas d'œdème de la moelle? Est-ce qu'il y a ou il n'y a pas de prise de contraste? Donc là, c'est justement pour vous montrer un peu l'intérêt. Inférieur à 2 segments, on est dans une myélite partielle ou myélite segmentaire, supérieure à 3 lésions, à 3 vertèbres, corps vertébraux, on est dans une myélite longitudinale. Et bien sûr, les étiologies ne sont pas du tout les mêmes. La plupart des études, la principale étiologie des myélites segmentaires, c'est la sclérose en plaques, dont pratiquement 90% des cas, quand vous avez une myélite partielle, c'est une sclérose en plaques. Par contre, le cas est beaucoup plus difficile quand on est dans une myélopathie longitudinale, où là, comme vous allez le voir, il y a plein d'étiologies qui peuvent donner l'aspect de myélite longitudinale. Là, pour vous montrer aussi l'intérêt de voir ce qui se passe sur le plan transversal. Et là, donc, vous voyez très bien, par exemple, là, on est dans le cadre d'une myélite partielle typique d'une sclérose en plaques, où le signal est à la fois localisé sur le plan longitudinal, mais aussi localisé sur le plan transversal, avec une prédominance pour les lésions, dont la sclérose en plaques, des lésions pour le cordon latéral et postérieur. On voit un peu l'aspect ici, hein. Cordon latéral postérieur, c'est une sclérose en plaques. Quand on est dans une myélite justement transverse, on a quasiment une atteinte de toute la moelle épinière. L'atteinte de la substance grise est très suggestive des lésions ischémie médulaire, hein, parce que c'est tout simplement expliqué par la vascularisation, la substance grise étant une structure très richement vascularisée, et donc elle est très sensible à l'ischémie, et c'est pour ça que justement les lésions ischémiques prédominent au niveau de la substance grise, contrairement aux autres lésions. Là aussi, juste pour dire, intérêt de la prise de contraste, l'existence ou non d'un œdème de la moelle doit toujours être pris en considération. Donc là, c'est juste pour montrer, je pense que cette diapo a été déjà montrée, l'intérêt de refaire une IRM à 12 heures, strictement normale, à 48 heures, envoie un hypersignal qui apparaît. Donc là, je vais passer rapidement sur les choses classiques. La myélite partielle, le hypersignal localisé, prise de contraste, hypersignal localisé aussi dans le sens, vous avez vu un petit peu dans le sens transversal. Donc c'est une sclérose en plaques dans pratiquement 90% des cas. L'atteinte, il faut savoir, même si j'ai dit l'hypersignal prédomine en postérieur et en latéral, il y a des cas où on peut avoir une atteinte qui prédomine sur la partie antérieure, ou un hypersignal partiel antérieur n'élimine pas, c'est possible. C'est rare, mais c'est possible. Là, c'est l'aspect d'une myélite transverse. Donc, regardez, effectivement, un hypersignal étendu de la moelle épinière. Ça, bien sûr, c'est une coupe, vous reconnaissez la coupe T2, un hypersignal T2. Donc, à la fois étendu sur le plan longitudinal, mais aussi sur le plan transversal. Vous avez vu un peu tout ce qui est en blanc, c'est l'hypersignal inflammatoire, et la moelle est réduite à ce petit hypersignal. C'est ça la moelle. Et le reste, c'est les espaces sous-arachnoïdiens. Donc,
dont c'est pour vous montrer un petit peu l'atteinte très importante, à la fois sur le plan longitudinal et sur le plan transversal, dont les myélites, ce qu'on appelle les myélites transverses. Donc là, c'est pour vous montrer l'intérêt du STIR. Là, c'est un T2 classique. Donc vous avez vu, hypersignal, édémateux. Vous avez vu, il y a beaucoup d'œdème avec un écrasement. Donc les espaces sous-arachnoïdiens en regard de la lésion sont complètement écrasés. Donc lésion, là aussi, inflammatoire, longitudinale. L'hypersignal est beaucoup plus franc, tout simplement parce qu'on a éliminé la graisse et parce que le STIR est plus sensible à tout ce qui est inflammatoire. Donc l'intérêt du STIR pour les lésions inflammatoires. Et bien sûr, il faut savoir que toutes les lésions inflammatoires ne prennent pas le produit de contraste systématiquement. Donc là, par exemple, un cas d'une myélite transverse aussi importante, mais sans prise de contraste systématique. La prise de contraste n'est pas systématique. Là aussi, c'est des choses que vous avez vues, mais juste pour insister, hein, il y a hypersignal et hypersignal. Hein. Là, c'est la même chose. Un hypersignal antérieur, mais qui ne donne pas d'effet de masse. Vous avez vu un petit peu par rapport à la myélite transverse, dans les infarctus spinaux, on a un hypersignal, mais qui n'est pas œdémateux. Hein. Donc, il va, au contraire, c'est un hypersignal d'ailleurs qui est très fin. C'est ce qu'on appelle le pencil-like, un aspect en crayon, tellement il est fin et qui, vous voyez, c'est complètement différent par rapport à l'hypersignal de la myélite transverse. C'est bien sûr la classique image de l'hypersignal qui va intéresser les deux cornes antérieures. Là, c'est juste pour vous montrer vraiment la diffusion et la restriction de l'ADC, parfois peut être intéressante, bien sûr, dans le diagnostic d'une ischémie médulaire. Là, je passe, ça a été déjà dit, ce qu'on appelle les tractopathies, mais là, c'est une tractopathie, bien sûr, du cordon postérieur et latéral, le déficit en vitamine B12, donc qui donne cet aspect effectivement classique, parce que c'est pas les cordons, souvent l'hypersignal commence au niveau des bords latéraux. C'est ça ce qui donne l'aspect un petit peu en V inversé, parce que c'est les bords latéraux des cordons postérieurs qui commencent par être touchés. Cet aspect, bien sûr, n'est pas du tout spécifique de la vitamine B12. Hicham a parlé du déficit en cuivre, mais aussi, il y a une autre étiologie qui peut donner exactement la même chose, l'intoxication au monoxyde d'azote, qui peut donner exactement le tableau clinique et radiologique similaire à celui de la vitamine B12. Donc là, je vais continuer mon exposé sous forme justement sous forme de cas clinique. Et là, justement, femme de 25 ans, tétraplégie rapide. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, est-ce que j'aurai le temps de montrer tout? Hypotéen, très bien, très sévère. Oui, j'ai montré. Comment se fait-il? Oh là là. Donc il y a une plaque qui a sauté. Effectivement, c'est ce que je voulais montrer. C'est un hypersignal. Oui, mais c'est un hypersignal très particulier parce que il y a effectivement à l'intérieur de l'hypersignal, on a l'impression qu'il y a des régions brillantes, ce qu'on appelle justement les bright spotty lesions, qui sont assez suggestifs des NMOA. Donc là aussi, quand vous regardez un hypersignal, regardez s'il vous plaît avec détail. Donc si vous avez ces petites lésions donc justement brillantes, c'est très évocateur justement du spectre NMO. Et bien sûr, la prise de contraste en fin de compte n'est pas spécifique, n'est pas du tout spécifique. Donc vous pouvez, ce qu'il faut aller voir, c'est effectivement le T2 avec les régions brillantes. Donc là, un autre cas, femme de 35 ans, douleur sciatique depuis quelques mois sans déficit neurologique. Qu'est-ce que vous voyez? On est toujours la même chose, c'est un hypersignal, oui. Hypersignal, très très bien, c'est ça. C'est ce qu'il fallait voir. Hypersignal du cône médulaire, mais ce qui était intéressant à voir, c'est que l'injection du produit de contraste en T1 montre un épaississement très important au niveau justement de la méninge, avec aussi une prise de contraste. Là, vous voyez ce que montre la flèche, c'est un hypersignal des racines. Et si vous avez justement des lésions comme ça avec un hypersignal aussi, une prise de contraste au niveau des méninges, c'est très évocateur des pathologies inflammatoires, mais aussi tumorales et infectieuses. Donc, inflammatoire. Donc, regardez, s'il vous plaît, toujours aussi la prise de contraste des espaces sous-arachnoïdiens. Et c'était un cas de neurosarcoïdose. Un autre cas,
Là aussi, 60 ans, douleur et troubles sensitifs de la région thoracique et hémiparésie gauche, on va dire, évolution sur quelques mois. Qu'est-ce que vous voyez? Un hypersignal étendu, très étendu, de la moelle épinière. Effectivement, ça, c'est une T2. Injection de gadolinium, il y a une prise de contraste particulière. Et la prise de contraste, on a l'impression qu'elle correspond à la région où il y a le plus d'œdème, là aussi. Beaucoup d'œdème, prise de contraste un peu quasi nodulaire. La même chose, hein, c'est un peu l'aspect d'une ligne transverse. Hein. Toute la moelle est prise. Hein. La moelle est réduite au petit hypersignal autour. Toute la moelle est prise. C'est... Oui, exactement. C'est tumoral, effectivement, et c'est un astrocytome, donc il faut faire attention au diagnostic différentiel de la pathologie neurochirurgicale, même si on est dans un hypersignal médulaire. Pensez à la pathologie neurochirurgicale, effectivement, c'était un astrocytome et qui simule quasiment une myélite transverse. Un autre cas, 49 ans, douleur cervicale, déficit des membres inférieurs. Ça, c'est plus net. Oui. Oui, Hicham, oui. Oui, effectivement, et qui correspond, oui, effectivement, hypersignal, mais très particulier là aussi, hypersignal T2, sauf que il y a de l'hyposignal à l'intérieur de l'hypersignal. L'hyposignal T2, c'est quoi? C'est un peu comme le T2 étoile. Hein. L'hyposignal T2, c'est du sang. L'hyposignal T2, c'est du sang, et effectivement, et la lésion, elle est là en fait. La lésion, il est là, il est entouré d'une coiffe effectivement hémorragique. La lésion elle-même est très hétérogène, la prise de contraste aussi est très hétérogène. Effectivement, là aussi, c'est le cas d'un épendymome. L'épendymome est effectivement cet aspect-là, ce qu'on appelle effectivement aspect en coiffe polaire. La coiffe polaire qui entoure la lésion est très évocateur d'un épendymome. Vous voyez, on aurait pu... En fait, la lésion, elle est là, et tout ce qui est autour, c'est de l'œdème périlésionnel. C'est de l'œdème périlésionnel. Donc, là aussi, diagnostic intéressant à connaître, d'autant plus que le diagnostic se fait facilement par la biopsie. C'est une tumeur qui est extrêmement limitée. C'est la première tumeur. Hein. Les épendymomes, c'est la tumeur la plus fréquente de l'adulte. Les astrocytomes, c'est plus les enfants. C'est la première tumeur chez l'adulte. C'est une tumeur qui a de très bons pronostics parce qu'elle est très bien limitée. On peut faire l'exérèse et les gens. Donc, là aussi, nous, on a du mal aussi à faire. On vient de discuter avec Nza un dossier la semaine dernière. On a du mal à faire aux neurochirurgiens des biopsies sur des lésions comme ça, alors que c'est une pathologie quand même qui est assez fréquente. Rapidement, c'est la même chose. On est dans la pathologie tumorale, mais la même chose. Hypersignal, cervical, prise de contraste comme ça, nodulaire. C'est une prise de contraste qui est très asymétrique, contrairement justement à l'épendymome où on est dans une tumeur centrale, je vous ai montré. L'astrocytome, c'est un autre cas d'astrocytome, c'est pour vous montrer justement le caractère latéralisé de l'astrocytome par rapport à l'épendymome. Bien sûr, il y a beaucoup moins de kystes, de calcification et d'hémorragie dans l'astrocytome par rapport à l'épendymome, mais c'est une pathologie essentiellement de l'enfant. Bien sûr, là, le pronostic est plus sévère que dans l'épendymome. Un autre cas, paraparésie progressive, 50 ans, paraparésie progressive. Qu'est-ce que vous voyez? Très rapidement. Il y a plein de petites choses, très bien, autour de... Mais il y a déjà un hypersignal médulaire, mais il y a effectivement plein de petites choses. En fait, c'est plein de petites choses, c'est des dilatations veineuses, c'est un aspect typique. Bien sûr, avec une prise de contraste. La prise de contraste est modeste, hein, il faut faire attention. Parfois, on peut ne pas avoir une prise de contraste très importante. Bien sûr, c'est l'aspect d'une fistule artério-veineuse durable, et le diagnostic de certitude est basé sur l'artériographie. Donc, un autre cas, là, je passe parce que je pense que j'ai pratiquement un cas de cavernome, c'est pour montrer l'intérêt du SUI. Là aussi, c'est juste pour vous montrer la même chose, un pencil-like. Donc, c'est un aspect d'hypersignal, mais vraiment très, très fin, et avec les deux petits yeux, les yeux de serpent. C'est quoi? C'est une artère spinale antérieure, oui, mais il y a d'autres diagnostics. L'aspect des yeux de serpent n'est pas du tout spécifique. D'ailleurs, c'était un cas, là aussi, 28 ans. C'est pour ça que j'ai mis 28 ans.
c'était un cas d'une myélite attique. C'est pas tout à fait une borreliose, mais il y a d'autres pathologies attiques, une myélite attique, et qui est bien sûr le même aspect, c'est ce qu'on appelle l'aspect polio-like, on l'appelle. Polio-like, quand vous avez deux hyperthymios dans les cornes antérieures, ça s'appelle aspect polio-like parce que de toute façon, effectivement, il est essentiellement caractéristique de la poliomyélite. Donc là, c'est juste pour montrer, je suis désolée, hein, je vais dépasser le temps, mais il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc là, c'est juste pour montrer l'existence, là aussi, paraplégie avec baisse de l'acuité visuelle depuis 3 jours. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a certes un hypersignal, mais ce qui est particulier, c'est toujours la même chose. Hein. La maladie. Une méningite associée, et donc c'était un cas très particulier d'une maladie. On va quand même vous demander, même si c'est hyper intéressant. Donc là, c'était pour vous montrer aussi le diagnostic différentiel de l'espace épidural. Comment on peut dire? Là, on n'est pas dans l'intramédulaire, on est dans l'épidural, un hématome. Donc, vous voyez là, comment on peut faire la différence? Parce qu'on voit ici très bien la Durmer qui est à l'extérieur. Donc là, je pense que je n'aurai pas le temps, je vais aller directement aux artefacts très rapides. Là, c'est un hypersignal à l'intérieur de la moelle, justement épinière, qui est, ouais, exactement, avec un petit hypersignal à l'intérieur de la moelle. Quand on coupe la moelle, il est à l'intérieur de la moelle. Effectivement, c'est un artefact, c'est une dilatation du canal épendymère qui tout à fait existé et qui n'est pas une syringomyélie, et qui est tout à fait physiologique, qu'on peut observer et qui peut poser des problèmes de diagnostic différentiel. Là, c'est quoi? Image kystique. Image kystique au niveau image kystique. Elle fait semblant de ne pas m'entendre. Cinquième ventricule au ventricule terminal, là aussi, c'est quelque chose qu'on peut voir, mais qui est tout à fait malformatif, qui est essentiellement chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte. Là, je termine, il y a 2 diapositives et je termine, très important à reconnaître, c'est exactement, c'est ce qu'on appelle, non, pas susceptibilité, flux. Vous voyez dans les espaces sous-arachnoïdiens, il y a des hyposignaux dans les espaces sous-arachnoïdiens qu'on voit à la fois, essentiellement dans la région thoracique, qu'on voit à la fois sur les coupes axiales et sur les coupes sagittales et sur les coupes axiales, c'est ce qu'on appelle les anomalies de flux qu'il faut connaître et qu'il ne faut pas confondre avec des anomalies telles que des dilatations veineuses ou bien de pathologies tumorales médulaires. Et l'artefact de mouvement, ça vous connaissez. Je termine par cette belle image. Qu'est-ce que vous voyez? Un hypersignal étendu, c'est quoi? Qui ne déforme pas la moelle épinière. Donc, vous voyez, le canal médulaire est tout à fait respecté, les espaces sous-arachnoïdiens sont tout à fait respectés, mais on a un hypersignal qui est pratiquement parallèle à la moelle épinière et aux espaces sous-arachnoïdiens. C'est quoi? Non, c'est pas justement, on le voit pas. Désolé, j'ai pas mis de coupe axiale, mais on le voit pas sur les coupes axiales. Il est juste sur l'artefact 2. Artefact de gypse, c'est ce qu'on appelle l'artefact de gypse qu'il faut connaître, parce que sincèrement, c'est parmi les artefacts les plus fréquents, ce qu'on appelle l'artefact de gypse ou des artefacts de troncature. C'est tout simplement un artefact qui est lié au fait que le champ magnétique va traverser des espaces différents. C'est-à-dire, comme on est les vertèbres, les espaces sous-arachnoïdiens et la moelle épinière. Ça dit, il y a 4 minutes de retard, on peut vraiment pas continuer. Après, on va m'accuser de faire 2 poids, 2 mesures. Yallah, ça, on conclut. C'était ma dernière diapositive. Retenez l'artefact très fréquent.